Il suffit de franchir le seuil de la vallée d'Aoste pour découvrir qu'il s'agit d'un territoire riche de châteaux. En effet, près de 200 tours, maisons fortifiées et châteaux d'époque médiévale parsèment son paysage. Un territoire montagneux que cette petite vallée enchâssée dans les glaciers. Mais c'est aussi grâce à sa position qui relie deux mondes, la Méditerranée et les pays de l'Europe du Nord, qu'elle va devenir pendant des siècles le cœur stratégique et géographique des puissants États de Savoie. Découvrons ensemble ces icônes de l'histoire. La porte sud de la vallée d'Aoste bénéficie d'une protection naturelle d'exception. Un éperon rocheux encastré dans une gorge étroite barre littéralement le passage. Un château fut jadis construit au sommet de l'éperon, puis transformé en la forteresse de Bar que l'on peut admirer aujourd'hui. Des constructions estropiées, érodées, sans merlons, squelettiques. Les siècles ajoutèrent au château en ruine une beauté qu'ils n'atteignirent jamais à l'époque de leur splendeur. Le château de Verrès, un puissant cube dont la base mesure 30 mètres, est généralement considéré, de par son architecture, comme le plus noble exemple de monument féodal en vallée d'Aoste. Par sa position stratégique, il domine aussi bien l'accès au Val d'Ayas que le passage dans la vallée principale. Moins voyant dans ses formes extérieures, le château d'Issogne nous révèle, une fois entré dans sa cour, la somptuosité et le caractère d'une riche demeure, similaire désormais à celle de la Renaissance. Rénové entre le XVe et le XVIe siècle par Georges de Chaland, prieur de l'église Saint-Ours d'Aoste, le château incarne les ambitions princières et la riche culture internationale du mécène le plus généreux dont l'histoire artistique valdôtaine se souvienne. Le monobloc qui forme le château du Sel, très inusuel pour le XIVe siècle, révèle l'esprit novateur de son constructeur, Ébal de Chaland. Fénis est l'un des châteaux médiévaux les plus connus de l'arc alpin, et de tous ceux de la vallée, sans doute celui qui peut à juste titre prétendre au titre de château. Sa silhouette est hérissée de tours et protégée par des remparts. Boniface Ier, maréchal de Savoie, homme d'armes et diplomate des plus réputés du duché de Savoie, contribua à la rénovation du château, déjà amorcé par son père Aymon, et le fit décorer de fresques magnifiques. À la même branche de la famille des Chaland appartenait aussi le château d'Aymaville, caractérisé par ses 4 tours d'angle. Le réseau de places fortifiées qui marquait la domination des Chaland ne comptait pas uniquement des résidences officielles, mais aussi plusieurs châteaux ruraux. Parmi eux, il y avait celui de Saint-Marcel, qui servait à gérer les ressources agricoles du territoire. L'imposante structure en pierre du château de Quart, perché sur le flanc de la montagne, s'intègre bien aux rochers qui l'encerclent. L'aspect irrégulier du château Sarriot de la Tour est le résultat de plusieurs remaniements successifs au cours des siècles. La domination des seigneurs de Sarriot s'étendait jusqu'au domaine contigu d'Introt. Le château d'Introt présente la singularité d'être dessiné suivant une géométrie circulaire, ayant pour centre l'ancien donjon. Le château de Saint-Pierre est lui aussi d'origine médiévale. C'est presque une version locale d'un des châteaux de la vallée du Rhin. Le domaine de Saint-Pierre relevait anciennement du mandement de Châtel-Argent et de ce même château. Après une longue période d'abandon, le château de Sarre fut acheté en 1869 par Victor Emmanuel II de Savoie.
qui en fit l'une de ses résidences de chasse préférées. Et pour finir, une visite à ne pas manquer, celle d'un château plus récent, qui est un véritable petit bijou. En 1899, Humbert Ier posa la première pierre du château des Savoies, à Gressoney, une charmante petite demeure où la reine Marguerite passa ses vacances d'été pendant plus de 20 ans. Voilà donc un petit avant-goût de ce que peuvent offrir les châteaux de la vallée d'Aoste, qui sont aussi variés que les paysages de cette région.